c'est très simple d'introduire et Christophe Barbier et Eric Ruff, parce que d'abord c'est des habitués maintenant de cet exercice. Et puis cette année, je vais dire que cet exercice prend une couleur un peu particulière, parce qu'ils vont forcément être amenés à probablement résumer un certain nombre de choses et probablement à certains d'entre vous apprendre comment se terminait la pièce. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a eu un peu d'évaporation au cours de la représentation. Donc, Christophe, Eric. Bon, allez, c'est parti. Voilà, comme dit Christophe, c'est parti. Celui-là, voilà. Très bien. Merci beaucoup, merci à vous toutes et à vous toutes. Alors, on va faire plus simple qu'un résumé. Eric va vous relire à haute voix l'intégralité de la pièce pour que vous puissiez l'avoir en tête. Ça va être... Alors, certains sont partis à l'entracte, d'autres sont partis un peu plus tôt. Donc, bon, que nous raconte cette pièce pour essayer de traiter d'un même mot ceux qui sont partis très tôt et ceux qui n'y ont craqué qu'à l'entracte. La décomposition et l'errance d'une famille. Le père, ses 2 fils et 2 filles, 2 gendres, une bru et sa nouvelle compagne dans l'Empire austro-hongrois entre 1911 et 1925, avec une projection à la fin sur les années qui suivent. Voilà le thème de la pièce. Ceux qui, par inadvertance, seraient partis à l'issue de l'entracte, on n'aurait pas retrouvé la porte du Palais des Papes. La deuxième partie nous offre le spectacle d'une double agonie. D'abord, l'agonie des personnages. Quels sont leurs destins? Que deviennent-ils? On en a laissé 1 ou 2 sur le champ de bataille avant l'entracte. Denis va lui aussi se faire tuer et les autres vont connaître des destins divers mais globalement tragiques. Et notamment pour plusieurs d'entre eux, plusieurs d'entre elles, être victimes de la montée des périls suivantes, c'est-à-dire de la montée du nazisme et exécutés, raflés, déportés. Stan, le héros marginal, contre lequel Jacques commence la pièce, lui part aux États-Unis, mais termine aussi par un suicide qui est une sorte de suicide d'épuisement de ses espoirs, de crainte par rapport à ce qui se passe dans la vieille Europe, mais aussi peut-être d'aboutissement de son propre parcours. On y reviendra. Et à côté de cette agonie des personnages, qui s'achève donc par une projection vers le nazisme, vers la montée du nazisme, on peut s'interroger d'ailleurs sur la pertinence de cette projection. Mais au début de la pièce, si vous avez fait attention, à un moment donné, Jacques engueule ses fils en leur disant « Vous êtes dans un monde, sautons les étapes de fascistes ». Il dit ça en 1911. Donc le mot fascisme existe à peine dans le vocabulaire intellectuel et politique, même pas du tout. Enfin, on est au tout début du futurisme et donc on est très loin de la marche sur Rome en 1922 et du nazisme. Donc que l'auteur ait donné une parole anachronique à Jacques au début de la pièce nous donnait une indication quant à la possible fin dans une autre époque, mais similaire à la montée des périls vers 1914, c'est la montée des périls vers 1938, l'Anschluss, puisqu'on parle de l'Autriche, et puis vers la Seconde Guerre mondiale. Autre effet de mise en boucle, était-il volontaire? Vous avez tous remarqué, on a longuement parlé à table, le chat qui est passé brièvement au début de la pièce. Et moi, je me suis demandé si c'était pas fait exprès, parce qu'à la fin, Audrey Bonnet a une hallucination, elle voit passer un chat. Et ses autres camarades lui disent « Mais non, Audrey, il n'y a pas de chat, reviens vers nous ». Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce chat était un chat volontaire envoyé en 1911 pour être la prémonition de l'hallucination de 1938 ? À côté de cette agonie des personnages et de l'agonie des destins, on a aussi dans cette deuxième partie, il faut le dire, l'agonie du spectacle. Il faut faire une fin, comme on dit. Et moi, j'ai eu l'impression que l'auteur ne savait pas trop ou ne voulait pas trop faire une fin, conclusion comme dans un film, et donc laisser la responsabilité de cette fin à d'autres. D'abord aux acteurs, qui nous offrent un moment de métathéâtre. Ils ouvrent leurs ordinateurs et chacun essaye de composer une fin. Et on voit des acteurs dire à d'autres embrassez-vous, vous êtes des morts mais vous vous embrassez, non ça marche pas, recule, avance. Ils se suggèrent entre eux, dans une sorte d'autogestion de mise en scène, plusieurs fins possibles pour certains des personnages. Il y a d'autres pistes qui sont explorées. L'arrivée du cheval. Il
il y a un cheval qui vient brièvement sur scène, très majestueux, très beau, qui rappelait d'ailleurs le cheval de Patrice Chéreau, Hamlet, donc il y a bien longtemps dans cette même cour d'honneur. C'est toujours impressionnant, hein, un cheval sur scène. Il y avait eu aussi un cheval dans une pièce d'Eugène O'Neill, Désir sous les ormes, qui avait mis en scène Mathias Langhoff, qui arrivait, qui labourait le plateau, c'était à Nanterre, je crois, il y a longtemps. C'est toujours physiquement très impressionnant, un cheval, un peu comme de la police montée. Ce cheval, c'est le cheval de Denis qui est mort sur son cheval à la fin de la guerre. C'est aussi une manière d'évoquer la figure de la liberté, on lui enlève sa selle. Il y a plusieurs pistes comme ça. L'enfant, Viviane, dont on croit qu'elle est uniquement le sujet des songes et des délires de Audrey, puisqu'elle n'a pas pu, Audrey, être enceinte de Denis, il est mort. Elle a quand même cette fille, elle hurle, elle ne vient pas, cette fille n'existe pas, c'est évident, c'est un fantasme, c'est un délire. Et puis soudain, cette jeune fille, cette jeune adolescente arrive. Et oui, si elle est née en 1915, nous sommes en 1925, elle a une dizaine d'années, 13 ans dans le texte, et Viviane nous offre le mot de la fin. Tout ça, pour moi, c'est des pistes ouvertes par un auteur qui ne sait pas ou qui ne veut pas ou qui ne peut pas terminer cette pièce, avec un entracte qui me semble très mal placé. L'entracte, non seulement très mal placé pour les spectateurs, parce que trop avant et trop peu après, mais ça, à la limite, bon, artistiquement, on peut avoir la nécessité de mettre un entracte, même si c'est pratiquement pas le bon moment. Mais j'aurais trouvé historiquement logique l'entracte juste après le récit de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. On allait basculer dans ce qu'on nous annonce depuis 2h30, à savoir la guerre. J'aurais trouvé peut-être encore plus logique, compte tenu du déroulé de la pièce, l'entracte après la scène du bal, c'est-à-dire la scène qui va lancer tous les volontaires dans la guerre et va briser cette errance collective de la famille dans l'Empire pour envoyer chacun vers son destin et pour plusieurs d'entre eux, la mort. À ce moment-là, le regard sur la vie, le regard sur la violence va changer entre ceux qui proféraient quelque chose et ceux qui vont le vivre. Et que je trouve très curieux d'avoir fait cet entracte après un duo Emmanuel-Audrey, qui est un duo qui déjà appartient à la deuxième partie. On est dans une espèce de folie qui les gagne, parce qu'il n'y a pas que le nazisme qui va les détruire, il y a la folie. Donc pourquoi arrêter juste après? Quand on reprend, en revanche, on a le monologue de Denis qui va mourir, donc on est là complètement dans la première partie. Voilà, je trouvais ça illogique. Je pense que pas d'entracte du tout aurait été la meilleure solution. Artistiquement, l'absence d'entracte dans la première partie n'a pas empêché certains d'entre vous de partir. Et puis partir au théâtre, c'est un acte de liberté des spectateurs. C'était très courant à l'époque, il ne faut pas s'en offusquer. Un des personnages, on y reviendra, dit cette phrase fondamentale, « dire c'est faire ». Ben pour le spectateur, faire c'est dire. Je fais, je m'en vais, je dis que je ne suis pas dedans, je dis que je ne comprends pas, je dis que je suis révolté, que je suis en colère, je dis. Donc pourquoi pas? Enfin, dernière réserve, dernier reproche, et après je passerai à la défense de cette pièce, parce que je pense qu'elle a beaucoup de profondeur. L'espace n'est pas adapté. Je ne suis pas certain que cette pièce pouvait supporter le choc de la cour d'honneur. Un exemple très simple, dans le bal, quand les couples changent, ils dansent, les paroles sont entrecroisées, un couple parle, puis c'est un autre, on a du mal à suivre. Qui parle où? Tant que c'est les vrais couples, le premier tour de danse, on sait à peu près qui est avec qui, on voit qui parle. Mais après, quand ils changent de cavalier et de cavalière, on est perdu. On entend des mots, on ne sait pas de qui ils viennent vraiment. C'était une vraie difficulté de cet espace immense et de la salle. Et puis l'horizontalité. La façade, ce mur majestueux, n'intervient jamais, sauf quand Arthur, après son éloge de la guerre, se tourne vers la façade en disant « Regardez, nos façades, vous n'allez pas les laisser à l'ennemi ». Ce n'est pas exactement une façade viennoise que la façade du Palais des Papes, mais bon, c'est le seul moment où le mur est invité. Je trouvais ça un petit peu dommage. Et puis, pour résumer, on a vu, il y a 2 ans maintenant ou 3 ans, une montée des périls et la destruction d'une famille dans ce lieu avec les damnés. On a vu la même chose hier. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a d'un côté un immense spectacle qui part d'une matière théâtrale improbable, un scénario de film, et qui en fait quelque chose de prodigieux, qui non seulement a soulevé Avignon, bouleversé Paris, mais est allé à New York et à Londres, ce qui n'est pas si fréquent pour les productions de la Comédie Française. Et puis on a, dans une autre montée des périls, avec une autre destruction d'une autre famille, ce projet-là qui me semble pas complètement abouti. Paris osé mais Paris perdu, titrait le Figaro. C'est un peu mon sentiment. Je trouve que c'est un pari qui méritait sans doute d'être tenté. En tout cas, l'écriture de Pascal Rambert méritait cette tentative, mais c'est raté. Comme vous l'avez vu, et là je vais commencer à défendre quand même cette pièce, le théâtre de Pascal Rambert, c'est un théâtre pour les acteurs, mais pour des acteurs précis. Ils ont les noms de leurs personnages. C'est pas un hasard. Clôture de l'amour, son grand succès international, qui a été traduit dans plus d'une vingtaine de langues, c'est une immense séparation entre 2 êtres, le monologue de lui suivi du monologue de elle, 2 fois 40 minutes. C'est écrit pour Stanislas Nordet et pour Audrey Bonnet.
que vous avez retrouvé hier soir. Et les personnages s'appellent déjà Stan et Audrey dans cette pièce-là. Dans la distribution hier, vous avez eu des comédiens, bien sûr, comédiens de théâtre, comédiens de cinéma, comédiens de télévision, les trois à la fois, mais aussi, c'est très important à mon sens, des directeurs de théâtre. Pascal Rambert a été directeur du théâtre de Gennevilliers. Il y avait sur scène Jacques Weber, qui a été directeur du théâtre de Nice, Stanislas Nordet, théâtre Gérard Philippe Saint-Denis, théâtre national de Bretagne, théâtre de Strasbourg, Arthur Noziciel, théâtre national de Bretagne. Donc on avait cette complicité-là, en tout cas cette communauté-là. Et puis tous ces acteurs se connaissent, ils se comprennent. Pas seulement parce que, à part Audrey Bonnet qui est de 75, ils sont tous à peu près de la même génération. Jacques Weber est plus vieux. Il a 70 ans, il est de 49, et Audrey Bonnet de 75. Sinon, tous les autres sont des années 60, entre 62 et 66, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la génération d'Éric, c'est la mienne, c'est cette génération-là. Donc, expérimentés. Ils ont tous travaillé plus ou moins ensemble. Par exemple, Anne Brochet et Emmanuel Béard, je me disais, tiens, elles n'ont jamais travaillé ensemble. Eh bien, si, dans un film de Jacques Rivette, Marie et Julien. Jacques Weber et Emmanuel Béard ont joué ensemble dans Le Misanthrope. Anne Brochet et Jacques Weber à l'écran dans Cyrano de Bergerac de Rapneau. Anne Brochet a été mise en scène par Arthur Noziciel dans Jules César. Arthur Noziciel a mis en scène Laurent Poitrenaud dans La Mouette. Stanislas Nordet et Arthur Noziciel partagent en commun d'avoir dirigé le Théâtre National de Bretagne, et pour Noziciel de le diriger encore. Nordet, Bonnet ont joué Clôture de l'amour, comme je vous le disais, et puis Marie-Sophie Ferdan, Audrey Bonnet, Denis Podalides, c'est la Comédie Française. Ici, ils sont croisés et ils ont joué ensemble. Dans toute cette distribution magistrale, parce qu'ils réussissent quand même à porter quelque chose qui, avec des acteurs fragiles, s'effondrerait très très vite. Moi, j'ai trouvé que deux étaient plus à l'aise, ils semblaient moins faire d'efforts, moins souffrir, moins subir le spectacle. C'est justement Stanislas Nordet et Audrey Bonnet, c'est-à-dire Stan et Audrey. J'ai trouvé qu'ils étaient comme des poissons dans l'eau, avec ce langage. Stanislas me semblait parler avec une puissance et un rythme naturel, comme s'il faisait du Rambert tous les jours, mais c'est peut-être le cas d'ailleurs. En tout cas, ils m'ont eu l'air plus acclimatés. Alors nous avons donc une famille d'acteurs, de comédiens, de directeurs, qui jouent une famille, l'architecte et sa descendance, et qui nous offre le spectacle de plusieurs balkanisations. La balkanisation de l'Europe, cet empire qui est en train de se disloquer et qui va exploser dans la Première Guerre mondiale, la balkanisation de la famille, mais aussi la balkanisation du langage, thème cher à Pascal Rambert, balkanisation évidente pour Audrey et Denis, ils bégayent, ils ont un langage parfois totalement incohérent. Et puis, balkanisation du langage du théâtre pour les autres qui ne cessent de proférer et d'être dans la moulinette de leur langage. Si on regarde dans le temps passé, les auteurs qui fonctionnaient comme ça, avec des acteurs qui jouaient leurs propres personnages ou des personnages qui avaient le nom des acteurs, on a quelques exemples rares. On en a un qui est très important en France, qui est l'Impromptu de Versailles, où Molière fait jouer une pièce à ses personnages en leur donnant leur propre nom. Lagrange, Ducroisy, Mlle de Brie, Mlle Béjart. C'est le nom des personnages et c'est le nom des acteurs qui jouaient la pièce à l'époque. Donc on est dans le théâtre, Il y a aussi dans la critique de l'école des femmes cette approche, non pas le nom des personnages, mais d'évidence, ils sont les porte-paroles de Molière et de ses ennemis. Et plus proche de nous, il y a Pirandello, bien sûr. Pirandello, dans Ce soir on improvise, écrit dans le texte comme didascalie qu'à un moment donné, on appelle l'acteur par son vrai prénom, l'actrice par son vrai nom, parce qu'ils sont censés être eux-mêmes dans une mise en abîme du théâtre. Mais c'est vrai que c'est pas si fréquent. Autre chose qui n'est pas fréquent au théâtre, c'est la figure de l'architecte. Au théâtre, vous avez des centaines de pièces où il y a des figures de rois, d'amoureux, de poètes, mais la figure de l'architecte n'est pas si présente. Il y a un exemple très, très, très connu. Peut-être qu'Éric l'a joué, d'ailleurs on l'a vu, c'est Ibsen, c'est le constructeur Solness. Le constructeur Solness, c'est l'histoire d'un architecte, comme Jacques hier, consacré, en pleine gloire, et déjà un peu vieillissant. Il a construit des églises. Il y a eu une affaire, un jour il y a eu un incendie un peu louche dans une de ces églises. Enfin, il reste admiré et concurrencé. Des jeunes architectes viennent le voir pour s'en inspirer, mais aussi pour le défier, pour lui montrer qu'ils vont le dépasser. Ils le mettent au défi, il construit un dernier édifice, une tour, mais il a le vertige, ce qu'il n'a jamais dit. Or, dans la tradition des architectes nordiques, le dernier jour, l'architecte doit monter au sommet de son édifice et au point le plus culminant accrocher une branche d'arbre, un petit sapin, je crois. Il le fait et il tombe. Voilà. Donc c'est la figure d'architecte la plus aboutie qu'il y a au théâtre. Intéressant de voir par rapport au texte de Rambert que cet architecte dont un des édifices a brûlé par le feu, dans cet édifice, il avait mis sa famille et ses enfants sont morts. La figure de l'enfant mort revient beaucoup. Il avait refait sa vie avec des jeunes femmes, un peu comme Jacques hier.
Donc on a une parenté un peu entre les deux. Sans doute, Rambert a lu aussi Solnès. Il y a un autre architecte moins connu, c'est une pièce de Fernando Arrabal, qui raconte l'histoire d'un architecte qui est paumé sur une île déserte. Et un jour, boum, arrive du ciel comme ça, un type qui prétend être l'empereur d'Assyrie. Et ils ont tout un dialogue un peu loufoque, à la Arrabal, quoi. Et ils essayent, à partir de cette île, de construire quelque chose. La bataille s'engage entre les deux. Et puis il y a une dernière figure d'architecte qui est très proche de nous. Et je trouve que c'est un personnage extrêmement profond, parce que là c'est un architecte des dieux. C'est Pierre de Craon, chez Paul Claudel, dans l'annonce faite à Marie. Pierre de Craon était un architecte itinérant qui construit des cathédrales. Et qui évidemment est censé construire la cathédrale intérieure, la cathédrale spirituelle, le royaume des cieux. Claudel a importé une autre figure, mais plus d'urbaniste, d'ingénieur que d'architecte dans la ville. La ville, c'est l'histoire d'une ville en ruine, et il y a un ingénieur qui essaye de la faire repartir, et bien entendu, elle ne redémarrera jamais. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de l'architecte d'hier, c'est qu'il n'a pas pris cette profession au hasard. C'est que la Vienne de ce début du XXe siècle, c'est une Vienne qui est déchirée par une immense bataille d'architectes, mais derrière de vision de la civilisation. C'est la bataille qui a opposé les héritiers d'Otto Wagner. Otto Wagner était le grand architecte du début du 19e, milieu 19e en Autriche. Et il a eu deux descendances. Une descendance ornementale. On ne connaît pas trop ces noms-là. Ceux qui sont allés à Vienne ont vu les édifices très ornementés. On connaît surtout le décorateur mural qui les a accompagnés. C'est Klimt. C'est Klimt qui a fourni tout ce qui est ornemental à cette école qui a donné l'Art Nouveau. Et il y a des édifices comme ça, très ornés, dans tout Vienne. Mais à côté de cette branche qui s'est appelée la sécession viennoise et qui a donné l'Art Nouveau jusque chez nous, il y a une autre branche qui s'est distinguée, qui a combattu cela, en disant non, il faut revenir à la sobriété, il faut enlever l'ornement. L'ornement, c'est l'ennemi. Et c'était une branche qui était incarnée à l'époque, menée par Adolf Loos. Adolf Loos, c'est l'un des mentors, c'est l'une des références permanentes de Le Corbusier. Il a construit à Vienne un bâtiment qui est resté populaire parce que les Viennois l'ont appelé la maison sans sourcils. Il y avait tellement peu d'ornements, il n'y avait même pas de corniche aux fenêtres pour poser un pot de fleurs, il n'y avait rien, c'était lisse. Et on retrouve dans la bataille entre l'architecte installé, très rutilant, et ses enfants, même si ses enfants ne sont pas architectes, cette polémique. Mais cette polémique se place sur une autre discussion qui est esquissée, qui est la polémique sur le mobilier. Puisqu'au début de la pièce, Jacques est moqué par un de ses fils sur le fait qu'il s'étale sur la banquette Biedermeier. Et on a eu pendant toute la première partie ces meubles Biedermeier très ornés, qui étaient partis du mobilier impérial début 19e, l'Empire, notamment l'Empire français, et qui, trouvant ça trop romain, trop rigide, avaient fait des courbes, avaient fait des ronds. Ça donne ce mobilier qu'on adore aujourd'hui, qui est un mobilier très confortable, très beau, très féminin, tout en courbe. Et Biedermeier cède sa place, vous l'avez vu tout au long de la pièce, à des meubles d'abord un peu plus rigides, mais toujours en bois, et puis ensuite complètement métallique, et on arrive dans le Bauhaus et on arrive dans l'après-guerre et dans un univers qui peut presque aller jusqu'à nos années 50. Donc la figure de l'architecte est intéressante et importante pour l'histoire de l'Autriche. Bien sûr, c'est un théâtre qui nous présente aussi la guerre, on y reviendra. Juste un mot, si vous avez chez vous une édition de Amphitryon 38 de Jean Giraudoux, au début, il y a une sorte de personnage qui ressemble à un coryphée, à un chœur qui vient sur scène faire l'éloge de la guerre. Vous relirez cet éloge de la guerre par Jean Giraudoux, très écrit, avec un langage très religieux, très mystique, et vous le comparez au monologue d'Arthur. Arthur, c'est page 81 dans le texte pour ceux qui reliront Architecture, a ce grand monologue où il dit pourquoi la violence c'est bien, pourquoi la guerre c'est bien, pourquoi il faut la faire. J'y reviendrai un peu plus tard. Et il y a une sorte de superposition entre le monologue d'Arthur hier et le monologue de cet ambassadeur de la guerre chez Giraudoux. Évidemment, pour bien parler de la guerre, il faut parler bien de la guerre. Il faut en dire du bien pour trouver une force poétique. Et pour donner ensuite le défi à ceux qui vont dire que la guerre c'est mal, de nous le prouver. Et c'est pour ça que ce monologue d'Arthur est absolument prodigieux, parce que quand on attend après le monologue de Laurent qui reçoit sa balle en plein front, de Marie-Sophie Ferdinand qui reçoit une balle au creux des reins et qui devient paralytique, et de Denis qui se fait tuer sur son cheval à quelques jours de la fin de la guerre, ça donne évidemment une force rétrospective très, très importante à ce texte. Il y a un autre texte sur la guerre, enfin un passage sur la guerre dans le théâtre de Pascal Rambert qui est très très beau. Il est très bref, rassurez-vous, je ne vais pas vous imposer. Ça, c'est l'édition intégrale de ses premières années. Il y a plusieurs volumes comme ça.
Mais ces pièces de jeunesse, si l'on peut dire, sont encore plus perturbantes par la manière dont est concassé le langage. Vous voyez, c'est que des demi-lignes, des quarts de ligne. Mais il a ce mot sur la guerre ce passage sur la guerre qui est très beau et qui, je pense, portait déjà en germe son histoire d'hier. Un des personnages, c'est dans John et Mary, dit à la femme, « Prends le revolver d'argent, j'ai peur, mais pas pour moi. Le monde est fou, la guerre est là, partout où on la croit, ici, derrière, voilà, ça suffit. » Et là, dans cette espèce de prophétie de ce personnage, on a toute la métaphore de la guerre telle qu'il la développe hier. La guerre, certes, mais c'est surtout, ce théâtre-là, cette pièce-là, un théâtre de la famille en autodestruction. Autodestruction du couple avec clôture de l'amour, ou plutôt qu'autodestruction, bidestruction. Je te détruis, tu me détruis. Clôture de l'amour, c'est Docteur Folamour. C'est les Russes qui balancent un missile atomique sur les Américains qui ripostent et qui vitrifient la Russie. Sauf que les Russes, c'est l'homme et les Américains, c'est la femme. Et c'est exactement ça. Destruction, autodestruction du couple. Et hier, autodestruction de toute la famille. Cette phrase de Jacques, quand il arrive à Trieste, à propos de cette tempête qui s'appelle la Bora, on en parlait tout à l'heure à table avec Ludivine, un vent glacial comme les histoires entre les pères et les fils. Donc, le vent glacial, les pères et les fils et la guerre entre les nations, c'est la même chose, c'est le même phénomène. Honnêtement, les histoires entre les pères et les fils, ça nous renvoie à Trieste l'an dernier. On a vu à quel point les guerres entre les pères et les fils, ça pouvait être sanglant. Emmanuel dit dans la première partie cette phrase. D'ailleurs, il y a eu un peu de rire dans la foule. « Avant l'État, c'est le couple qu'il faut abattre. » Et 5 minutes après, Denis, ce n'est pas l'État qu'il faut abattre, bande d'abrutis, mais les pères, tous les pères. On est bien dans une fusion entre guerre des nations, guerre des États et guerre à l'intérieur de la famille. Théâtre de la guerre, théâtre de l'autodestruction, théâtre surtout pour Rambert du langage, de la recherche d'un langage. Quel langage? Chez Rambert, si vous regardez le texte tel qu'il est écrit, c'est le langage brut. De toute sa pièce, il n'y a pas une ponctuation, sauf les points d'interrogation. La seule ponctuation, le seul signe de ponctuation épargné, c'est le point d'interrogation. Ce n'est pas un hasard quand même. Tout le reste est supprimé. Donc quand vous le lisez, c'est une lecture très difficile parce qu'il y a des mots qui peuvent être la fin d'une phrase ou le début de l'autre. Donc vous ne cessez de faire du tricot et de revenir en arrière en vous disant ouais, j'ai terminé 3 mots trop loin, il faut que je remonte pour reprendre la vraie phrase. Et donc ça rend la lecture très compliquée. Le travail d'acteur évidemment passionnant parce que vous choisissez un peu vos circonvolutions et c'est un théâtre à écouter plus qu'à lire. En fait, ce langage, c'est l'architecte dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le béton brut. C'est une maison sans sourcils, un texte sans ponctuation, c'est un texte sans sourcils, sans rien. À nous de mettre la respiration. Mais dans ce langage, ce qui est important, c'est pas seulement sa forme, c'est sa fonction. Stan nous dit l'enjeu très vite, très vite, dès sa première prise de parole ou presque, quand il répond à son père, il nous dit « Je crois que dire, c'est faire ». Voilà. Et l'auteur va mettre 3h35 et les personnages 3h35 à essayer de nous prouver que dire, c'est faire. Nous prouver ou ne pas réussir à nous le prouver. Marie-Sophie dit, vers la fin de la pièce, dans un de ses grands monologues avant de se prendre la balle dans le dos, Marie-Sophie dit « Un homme, c'est un corps avec une parole en ordre ». Formidable ça. Parce qu'on pourrait dire de la même manière, une architecture, c'est une maison avec une charpente en ordre. On a exactement la même construction de la métaphore. Un homme, c'est un corps avec une parole en ordre. Si la parole est en désordre, on n'a pas un homme. Si le corps n'est pas heureux, ne jouit pas, on y reviendra, on n'a pas un être humain. Laurent, au début de la pièce, une réplique qui semble comique, il est là sur sa banquette, ils vont arriver à Bratislava, et il dit, le gibon, il dit à son épouse, « Soyons précis quand nous parlons, même à 7 heures du matin, sinon l'architecture se fend. » C'est parce que Jacques a traité de colonel quelqu'un qui n'était que lieutenant-colonel. Soyons précis, même à 7 heures du matin, sinon l'architecture se fend. C'est très beau, ça, je trouve. C'est une très belle vision de... Voilà, faut-il être précis, même à 7 heures du matin? Cette espèce de certitude. Bon, langage qui est un langage de profération, d'imprécation. Il ne cesse de se jeter ces choses-là à la figure. C'est un langage aussi, on a le dialogue de sourds entre Audrey et Denis, un peu réfugiés dans leur langage, dans leur bégaiement, dans leur difficulté à s'exprimer, dans leur musique ésotérique. Langage de sourds aussi, la scène du bal. Ils ne cessent de se parler sans se comprendre. Vous changez les couples, ça ne se comprend pas mieux. Chacun dit des choses que l'autre ne comprend pas et on est dans un véritable dialogue de sourds. Mais c'est aussi un langage de poésie.
Non seulement parce que la poésie, le poiein, c'est le faire, donc dire c'est faire, mais aussi parce que la poésie, c'est la recherche d'une musique et d'une beauté formelle. Moi, j'ai noté quelques répliques comme ça qui me semblent des formules extrêmement belles et très très poétiques. Mes certitudes, ces écailles de la conscience. C'est Laurent qui dit cela, je crois, avant de mourir. Il faut choisir entre l'alcool qui lave le réel ou les larmes qui aident à le regarder en face. Nous allons vers l'attractive catastrophe et le cannibalisme de notre continent. Et alors cette phrase qui est formidable, qui est politiquement tellement belle, Jacques qui dit « On donne à l'empilement des haines le nom d'empire ». Qu'en termes éloquents, ces choses-là sont dites quand même. Donc c'est un langage qui, derrière sa profusion, sa confusion, sa complexité, quand on a la capacité à l'entendre, et hier c'était pas facile avec ce lieu, quand on le lit, c'est un langage qui livre ses trésors, ses pépites, ses perles. Et la lecture difficile, qui nous oblige à revenir sans cesse dans la phrase, chercher où on peut s'arrêter et reprendre, permet de dégager les beaux passages. Évidemment, c'est un auteur qui, mais ça, Éric sera mieux à même que moi de le compléter. Je trouve qu'il y a évidemment des références à Lagarce. Lagarce est plus sobre, plus concis, mais il y a aussi cette volonté de chercher la parole impossible dans la famille qui se détruit. Il y a Coltès, qui a été le premier grand poète contemporain de la mort, du plaisir de tuer, de la recherche de tuer par les mots. Il y a Valère Novarina, le langage performatif. Est-ce que dire c'est faire, c'est le fondement même du théâtre de Novarina, appliqué au monde du travail, comme avec l'atelier volant, ou au monde du langage pur. Novarina qui a été joué d'ailleurs au français. Et puis tout ça, pour moi, c'est la descendance d'Antonin Artaud. C'est que la destruction de l'outil acteur pour le faire renaître et l'utilisation du langage dans une autre fonction que simplement signifier des choses, pour moi c'est Artaud qui le pose par la folie après le début du XXe siècle, en tout cas après la Première Guerre mondiale. Rambert, hier, à profusion, c'est un théâtre du jouir et du mourir. Du jouir et du mourir, mais aussi du jouir par le mourir et du mourir par le jouir. Mais ça, on l'a peu vu hier. Arthur, quand il fait l'éloge de la guerre, c'est là ce lieu que je vous propose, la jouissance, dit-il de la guerre. Il y a de la joie à mourir pour quelque chose qui nous dépasse. Et là encore, ça fait référence à John et Mary, qui sont dans la même recherche de la jouissance par la mort. Comme tous ces hommes qui eux-mêmes suivent la trace de l'homme, toujours la même, l'unique trace, la seule trace que suivent tous les hommes, celle-là de la mort, mon amour. Jouir pour tuer, tuer pour mourir, mourir. Vous voyez, c'est une obsession chez Rambert. Théâtre, enfin, et j'en terminerai par là, de l'histoire sombre, l'histoire tragique. L'histoire est forcément tragique. Avec les damnés, avec Thieste, on a été sur les mêmes thématiques qui baignent quand même notre époque. L'attractive catastrophe et le cannibalisme qui nous attend, ça nous hante depuis quelque temps déjà. On s'attend tous à une catastrophe qui n'arrive pas, mais qui n'arrive peut-être pas parce qu'on s'y attend. Et qu'en s'y attendant, on est vigilant et on lutte contre elle. Et en tout cas, on n'a pas baissé les bras. Par rapport à ce que nous disait Jean-Paul Delevoye tout à l'heure, il y a une mobilisation de l'humanité pour sauver l'humanisme contre l'attractive catastrophe. Ça a encore marché d'ailleurs aux élections européennes, soit dit en passant. Bon, c'est pas gagné pour toujours, mais ça a marché. L'histoire sombre pour Rambert, c'est par exemple la colonisation. Il a écrit une pièce qui s'appelle Race, où les personnages s'appellent d'Afrique, d'Asie, d'Arabie, et qui est uniquement cette relation à l'écrasement d'une civilisation par une autre. Ici, l'histoire sombre, c'est l'Europe avant son suicide. Alors ça fait référence à tout un théâtre de Mitteleuropa, et cette pièce ne pouvait se passer que là. On retrouve évidemment Schnitzler. Schnitzler, Le chemin solitaire, un écrivain qui revient dans sa famille, dans sa ville, et qui trouve une famille détruite, une femme morte, une ville qui est en décadence. Et c'est sa faute, puisqu'il est parti, lui le poète, puisqu'il a considéré que dire, ça n'était pas faire et qu'il fallait partir. On retrouve aussi Stefan Zweig. Le Stefan Zweig du théâtre, La légende d'une vie, où un fils démonte le piédestal sur lequel la statue de son père mort, écrivain célèbre, est installée, mais aussi le Zweig du monde d'hier. On voit avec cette pièce les dernières années de ce qui est devenu le monde d'hier pour Zweig juste après. Et puis bien sûr, on retrouve une pièce qui est très très puissante, très très forte, qui est L'homme difficile, qui est une pièce de Hugo von Hofmannsthal, où le héros, Hans Karl, a été traumatisé par la guerre de 14, donc il en revient lui. Donc on est un peu à cheval sur la période de la pièce d'hier. Et ce traumatisme de la guerre de 14 a fait de lui un homme qui ne s'est plus décider. Mais il ne sait plus rien décider.
les décisions les plus élémentaires de la vie comme les plus fondamentales, il est incapable de les prendre. Et il est parfaitement vivant, totalement en bonne santé, très heureux. Il a juste perdu toute capacité à décider, c'est-à-dire à dire pour faire. Et puis enfin, Odon von Horvath, qui s'est battu, lui qui était passé par Trieste, passé par Fiume, passé par tout cet empire désarticulé, Odon von Horvath qui s'est battu contre la montée du nazisme pour finir tué dans un orage par une branche d'arbre tombée sur les Champs-Élysées devant le théâtre Marigny. Mais avec la peinture de Sladek, soldat de l'armée noire, c'est le titre d'une de ses pièces, il nous montre un Laurent, un Denis, un Arthur jeté dans la guerre et jeté dans une histoire qui le manipule et qui le dépasse. Je terminerai sur cette histoire sombre, l'enjeu que pose la pièce, et qu'elle ne tranche pas. Il y a plusieurs visions de la vie qui s'affrontent. Il y a la vision du langage, mais il y a aussi une vision de l'histoire. Il y a deux personnages, deux frères, qui n'ont pas la même vision de l'histoire. Elles nous sont présentées, à mon avis, à égalité, même si celle de Stan est plus claire et plus proche de nous, puisqu'il a survécu. Et l'autre, c'est celle de Denis. Stan nous dit, l'histoire, ça se modifie. Alors bien entendu, l'histoire de la pièce, l'histoire des gens qu'on est en train de raconter, on peut raconter ce qu'on veut, mais l'histoire avec un grand H. L'histoire, ça se modifie. Et lui, par le dire, c'est faire, veut modifier l'histoire, empêcher la catastrophe. Et il va toute sa vie porter cette idée. Mais Denis, juste avant de mourir, nous dit son autre philosophie de l'histoire. Il nous dit, on appartient à son époque, on la suit, les esprits indépendants n'existent pas. L'histoire, ça se modifie. Les esprits indépendants, ça n'existe pas. Qui va gagner, qui a raison de Stan ou de Denis? En 2019, la question se pose encore. Merci de votre attention. Bonjour à tous et merci Christophe de cette brillante contextualisation historique et littéraire. Tu as souligné tout à l'heure le nombre de relations entre les acteurs, entre leur métier, entre leurs connaissances. Alors je me mets à l'intérieur parce que j'ai travaillé avec Jacques Weber, j'ai joué avec Laurent Poitronneau, j'ai joué avec Audrey Bonnet, j'ai joué avec Marie-Sophie Ferdan, j'ai joué avec Denis Podalides, j'ai travaillé avec Stan Nordet, avec Arthur Nosiciel. Donc c'est ma génération, je les connais très bien. Donc j'espère que l'amitié que je leur porte et le respect que j'ai de leur travail m'autorise quelques réflexions sur la soirée que j'ai passée hier. Un premier constat, alors ça c'est toujours navrant que des gens sortent d'un spectacle. Moi qui suis acteur ou directeur de théâtre, je ne me ferai jamais au moindre strapontin qui claque. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose que je n'ai pas réussi et je n'arrive jamais à convertir ça en me disant j'ai un peu d'avance sur ce public-là ou c'est moi qui ai raison. Je suis toujours extrêmement troublé par cette chose-là. Je me suis retourné hier après l'entracte et j'ai vu que pour moi il y avait 10% de déperdition, c'était peut-être que vous, qui sont partis du spectacle hier, parce que beaucoup de gens sont restés. J'étais très heureux. J'étais très heureux pour mes camarades sur le plateau parce que je pensais à Denis qui revient faire ce long monologue du début juste avant sa mort et j'osais... Il marche, vous m'entendez? Et j'osais espérer qu'il ne voyait pas une salle désertée devant lui, ce qui n'était pas le cas. J'en étais heureux pour lui. Mais je suis resté évidemment jusqu'au bout pour pouvoir rendre compte du spectacle, de voir comment ça allait se conclure. Et puis pour entendre aussi, il me semblait bien que l'attention des gens n'était pas à un point très élevé pendant le spectacle. En même temps, c'est la cour d'honneur, le spectacle est long, il y a la nuit, on a plein de choses à regarder, est-ce que c'est ça ou pas? Et à la qualité des applaudissements, je me suis dit, tiens, c'est dommage, il y a comme un rendez-vous amoureux qui ne s'est pas fait pour le coup. Parce que les camarades sur le plateau travaillent énormément, je les connais, c'est des gens extrêmement sérieux, extrêmement laborieux, extrêmement investis. Il n'est pas simple de jouer du Rambert, il n'est pas simple de rendre compréhensible une écriture qui n'a pas de ponctuation au départ et d'être dans ce long fleuve langagier intranquille comme ça. Donc l'effort est énorme pour eux et puis en même temps, de l'autre côté, l'effort est grand aussi pour essayer de nager, de surnager dans ce long fleuve intranquille de langue aussi, et de pouvoir entendre tout ce que la pertinence de Christophe entend et toutes les références des écrivains et des théâtres
auquel ça fait référence. Voilà, les applaudissements étaient un petit peu tièdes et d'ailleurs un peu navrés de la non-rencontre entre les gens. Je lisais bien sur le visage de mes camarades qu'ils s'attendaient, parce que c'est la cour d'honneur et que c'est un rendez-vous estival très important. Il y a de la fête quand on va à la cour d'honneur. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas entendre des choses extrêmement graves ou extrêmement violentes en face, mais on espère toujours se dire « j'y étais ». Il y a dans ce lieu-là une sorte de médaille avec laquelle on aime bien sortir en disant j'étais là, j'ai vu un tel, j'ai vu tel spectacle. Et quand tout d'un coup c'est long, j'ai entendu plusieurs d'entre vous dire c'était long. La longueur au théâtre est toujours relative. Je pense que les gens qui se souviennent du Soulier de satin de Vitesse à la Cour d'honneur disent c'était long. Voilà, avec un grand sourire en disant j'y étais justement, les quelques spectacles qu'on a pu voir où tout d'un coup à 5 h du matin l'aube se lève et on y est encore avec tout ce que ça suppose de baisse d'attention et puis de réveil. On a vécu comme une navigation, comme un quart de nuit en marine, comme ça tous ensemble, avec les acteurs aussi, on aime bien cocher cette case-là. Là je m'interroge sur le fait que ça ne marche pas malgré la qualité de désir des spectateurs et malgré la grande qualité qu'il y a sur le plateau, parce que vous avez vu sur le plateau parmi les acteurs les meilleurs de leur génération. Donc il y a du lourd, comme on dit en face. Rambert, je le connais sans le connaître, il est venu 2 fois à la Comédie Française, il est venu monter une vie avant le début de là, voilà, le début de là avec un petit point, le début de l'amour, au studio théâtre. Alors, au studio théâtre, on ne peut pas aller au-delà d'1h10. Peut-être que le compactage obligatoire de la langue de Rambert trouvait une vertu inhabituelle à ce moment-là, et pour Une vie, qu'il a écrit aussi un peu pour Denis Podalides et certains acteurs de la Comédie Française, effectivement, il écrit pour les acteurs, Pascal, ce qui est d'ailleurs un réflexe et une réalité assez curieuse, parce qu'il écrit pour des acteurs qu'il a vus jouer, pour des acteurs qu'il admire, pour des acteurs avec qui il chemine dans l'imaginaire depuis des années sans avoir forcément une amitié ou une réalité de rapport avec eux. Et c'est assez curieux pour nous, je l'ai vu écrire pour les acteurs du Français, et il disait des choses de ces acteurs d'une justesse absolue que je n'aurais pas pu écrire moi ou dire moi, alors que je les connais beaucoup mieux. Il est dans une sorte il a un imaginaire d'une grande précision, et d'ailleurs, pour moi qui connais ces acteurs, voir le spectacle hier, comment il caractérise, comment il qualifie les différents acteurs, c'est d'une précision assez rare. C'est comme si je faisais partie d'une famille et j'entendais le voisin d'en face, qui est venu assez peu souvent, parler des membres de ma famille avec une précision rare. Pascal est un des plus grands écrivains actuels, en tout cas en termes d'édition, en termes de traduction. C'est un des écrivains contemporains français les plus traduits au monde et les plus joués dans le monde. Il faut s'en réjouir, il faut se réjouir qu'un écrivain de 55 ans français soit monté à la Cour d'honneur. Bravo Olivier de faire ce genre de pari. Alors j'essaie juste moi d'analyser pourquoi je n'ai pas eu accès à toutes ces références, à toute cette intelligence, pourquoi je me suis raccroché un petit peu au tronc, dans ce long fleuve intranquille, et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes partis, certains d'entre vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là-dedans. Ça m'interroge forcément beaucoup. On parlait de toutes les relations entre eux, et il m'a, moi, semblé qu'à force de travail en commun, à force de tropismes identiques, à force peut-être d'écoles identiques, à force de travailler avec tel égérie, tel metteur en scène depuis 20, 30 ans, j'ai moi reçu une sorte de chose qui pouvait s'appeler comme un soupçon d'internos, d'une chose qui était totalement maîtrisée en face, mais qui ne me parvenait pas parce que ça ne posait pas la généreuse question de qu'est-ce que je vais comprendre, où est-ce que je vais en être et comment je vais prendre cette chose-là. Et encore une fois, je dis ça d'autant plus que je les connais, mais je connais aussi la permanence entre eux. Il y a une chose très importante pour moi au théâtre, en tant que pratiquant du théâtre, c'est ce que j'appelle les lois du plateau.
Vous avez sans doute d'ailleurs dans vos métiers la même chose. On a une manière d'analyser les choses quand on a bien dormi, quand c'est le lundi, qu'on a passé un bon week-end, qu'on est très réveillé. Et il y a une autre manière d'analyse qui est tout aussi fertile, voire plus, c'est quand justement on baisse la garde, on n'en peut plus, on est crevé, on est malade, on n'a pas envie. Voilà, voir, quand on est metteur en scène, voir son propre spectacle, je vais dire presque la qualité d'un metteur en scène se jauge à cette possibilité-là, réussir à voir avant la première son spectacle d'une manière détachée. C'est-à-dire en arrêtant d'être dans une méthode Coué, de dire je sais ce que j'ai monté, donc je vois ce que je veux voir, alors que finalement c'est assez loin de la réalité. Quand on est malade, quand on n'en peut plus, quand on arrive à dormir, moi il m'est déjà arrivé de dormir lors d'un de mes spectacles en répétition. Ça peut paraître curieux, alors quand les comédiens le voient, c'est pas facile à justifier, de leur dire que c'est une forme de concentration, mais ça permet justement de voir l'architecture du spectacle et de s'apercevoir que le plateau, les acteurs, la rencontre entre un texte et des acteurs, ben ça a des lois internes assez échappantes qu'il faut, à mon avis, observer comme une donnée formidablement fertile, là, pas facile à mettre dans un tableau Excel, mais là. Et donc, notamment, de se dire, ben, cette chose-là, que je n'avais pas prévue du tout, elle est formidable. Je vais pouvoir juste dire que c'est moi qui l'ai inventé, etc. Je pourrais mettre ma paternité dessus, mais je ne le voulais pas et je m'aperçois et je vais dire que c'est formidable, je vais le laisser. Par contre, ce que je m'évertue à corriger ou à imposer depuis je ne sais pas combien de mois à mes acteurs, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé le moyen, ça crée un fading dans le spectacle. Là, on est dans une forme pas facile parce que le metteur en scène est l'auteur. C'est un drôle de compagnonnage. Moi, je connais ça en tant que metteur en scène scénographe. De temps en temps aussi, j'ai des conflits intérieurs qu'il me faut résoudre ou pas, et essayer de réveiller l'un par rapport à l'autre. On dit très souvent que les poètes ne sont pas les plus grands lecteurs de leurs propres textes, lecteurs, je veux dire, en lecture, hein, quelquefois, et qu'il est toujours bien que ça soit confié à des interprètes, il est toujours bien de les confier à d'autres qui, justement, vont respecter leurs textes en ne les respectant pas. Ces notions de respect au texte sont toujours des choses très intéressantes au théâtre. Comment est-ce qu'on respecte? Est-ce que c'est à la virgule ou à la non-ponctuation? Ou est-ce qu'on confie justement à quelqu'un qui va avoir la clairvoyance de faire des clairières à l'intérieur de la dense forêt de son écriture? Toujours est-il que je sens, moi, dans ce spectacle, qu'il y a... J'écris pour des acteurs, donc il n'est pas facile de dire à un acteur, finalement, ce que j'ai écrit pour toi est assez... ne marche pas, on s'ennuie, il y a un fading, donc je vais le couper. C'est pas facile pour un acteur de dire ce que tu as écrit pour moi, eh ben, je ne m'y reconnais pas beaucoup, ou alors j'ai le sentiment, moi, comme ça, de ressenti sur le filage, qu'on a un endroit où l'ensemble de ces monologues qui se suivent, est-ce que ce serait bien de faire des liens, de faire des tuilages, etc. C'est de la simple mécanique, mais qui est très importante. Donc, le spectacle est vertueux. Il est vertueux d'écriture contemporaine, il est vertueux de contexte politique, il est vertueux de théâtre d'acteurs, il est vertueux d'une écriture. On se plaint de temps en temps du nombre d'écritures de plateaux où c'est plus que du théâtre documentaire, où il n'y a plus de paroles travaillées du poète. Là, pour le coup, il y en a une, on peut s'en réjouir, mais il me semble que toute cette vertu et que ce désir-là ne fait pas toujours théâtre, et qu'il manque, pour moi, pour le coup, un architecte éloigné de son dessin initial, qui soit capable tout d'un coup de trancher dans le vif du spectacle en pensant à nous. Il me semble, moi, toujours que la notion du public est importante parce que le message doit être passé. Et on sent que cette génération-là de metteurs en scène et d'acteurs sont conscients, ne veulent pas de quatrième mur, se dressent face au public et sont dans une imprécation, dans une volonté de donner le sens qui les amène comme un peu à la Brecht, à ne pas vouloir incarner le jeu, le personnage, pour que le spectateur ne tombe pas dans le piège de l'empathie ou de la qualité de l'acteur, mais soit juste dans l'écoute
du texte, on sent qu'ils ont ce désir-là. Mais force est de constater, enfin c'est ce que je constate moi en me posant la question, et encore une fois j'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là, force est de constater qu'il y a un moment, pour moi, il y a un moment où ça ne marche pas. Il y a un moment où mon attention baisse, il y a un moment où je n'arrive plus, où j'aurais besoin de spectacle. Et que le spectacle n'est pas l'ennemi du théâtre, ni de la parole. Alors, Pascal est dans ce flot verbal-là, où de temps en temps, moi j'ai beaucoup pensé à Tchekhov. C'est un des auteurs que vous n'avez pas... J'ai pensé L'être sans père, le Platonov, j'ai pensé aussi aux trois sœurs. Là, le père n'est pas mort, mais il y a les trois sœurs, il y a ce fils sur lequel on a beaucoup misé et qui finalement est une sorte de renégat de la famille, qui n'est pas à la hauteur des espérances posées sur lui. Ce temps d'ennui absolu aussi, où on ne sait pas quoi faire de ses qualités intellectuelles, où les soldats sont dans une période sans guerre et parades, des philosophes un peu dans les salons. Il y avait toute cette chose-là qui s'est déclinée pour moi, mais c'est une sorte d'écriture qui n'est pas simple à jouer pour un acteur, parce que l'acteur aime bien aussi se dire tout n'est pas dit par le texte. Il y a des choses que je vais pouvoir dire par mon déplacement, il y a des choses que je vais pouvoir dire par le temps laissé au spectateur, par les trouées dans le spectacle, et que là, on est dans un théâtre où tout est dit, tout le temps, tout est énoncé, tout le temps, ce qui fait qu'on est effectivement devant une armée verbale qui avance, et sur laquelle, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir les qualités de résistance, et j'allais dire et de fatigue et intellectuelle même pour prendre tout. Et je suis un peu comme vous, Christophe, c'est que je ne les ai pas notées, mais j'ai aussi repéré énormément de phrases magnifiques, de ces phrases qu'on a envie de retenir, qu'on a envie de mettre immédiatement sur son iPhone ou sur un carnet comme ça. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai toujours eu ça avec Pascal Rambert. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est parce qu'il y a ce fleuve absolument incroyable de verbes qu'émergent tout d'un coup des richesses folles qu'on a envie de retenir? Est-ce que c'est grâce à cette chose-là, ou est-ce que dans une rareté plus grande du langage, dans une économie plus grande du langage, on pourrait capter les mêmes perles huîtrières du langage? Ça, je me suis toujours posé la question, mais j'ai vu des spectacles de Pascal qui n'étaient pas dans ce long fleuve. Alors peut-être que c'est la cour d'honneur aussi qui donne ce fantasme-là. La cour d'honneur aussi ne demande pas de finir, vu que ça commence à 22 h pour des questions d'éclairage nocturne, c'est sûr qu'on ne va pas dire aux gens qu'il ne faut pas dépasser minuit, vu qu'on n'a que 2 heures devant. Donc on peut s'étaler, et puis c'est vrai que dans la mythologie d'Avignon, il y a aussi de grands fleuves littéraires comme ça, de grandes représentations. Donc est-ce que c'est là où il y a une tendance? Mais voilà, quand je vous parlais d'Internos tout à l'heure, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit... pourquoi ne font-ils pas plus attention à nous? Voilà. À savoir quelle est la qualité. Mais c'est un vrai. Nous aussi, nous avons nous aussi, nous avons des colloques et des théories sur le public. On s'adresse, nous, très souvent, en tant que directeur de lieu, à des publics très imaginaires. On a des injonctions de nos tutelles pour du renouvellement du public, des publics contraints, des publics qui ne viennent pas, etc., tout en gardant les anciens. Enfin, on est aussi tellement soumis à des injonctions régulièrement contradictoires qu'on a tendance à faire des bibles et des grandes théories sur le public, et finalement à perdre tout simplement ce simple rapport de se dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Et sans doute que de temps en temps, il faut faire des spectacles qui ne marchent pas parce qu'on sait qu'ils vont révolutionner quelque chose, qu'ils vont être en but à une réaction, et ils vont créer révolution. Mais dans les applaudissements que je voyais hier, j'étais un petit peu triste de cette chose-là en me disant... à la cour d'honneur, on pense toujours que c'est le lieu des grandes batailles, des grandes épousailles, ou des grands bravos avec des gens debout immédiatement, ou des gens qui descendent manifestement les marches en manifestant leur désapprobation, en faisant bling, 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 en descendant toutes les travées jusqu'au bout pour dire c'est honteux. Mais c'est le lieu de ces grandes batailles-là. Et hier, il y avait quelque chose d'un petit peu tamisé. Comme s'il manquait un peu... Je ne sais pas comment le dire, et pour en parler avec eux, ce serait pas simple, parce qu'on fait le même métier, mais c'est comme si
je suis aussi d'une génération où la réflexion sur le théâtre a été séparée. En gros, c'est des théories très simplistes, énoncées comme ça, mais il y a le théâtre à costume, le théâtre à décor, le théâtre à acteur, le théâtre à texte, et qui, d'une certaine manière, se pose le problème de votre plaisir, qui pourrait être taxé immédiatement d'un théâtre bourgeois tourné simplement sur un plaisir, un petit peu vain, etc. Et puis un autre théâtre qui tout d'un coup, lui, devrait faire l'économie drastique, et je trouve dommageable, de tout ce qui sont les oripeaux du théâtre, ce que je viens de décrire, les costumes, les décors, le plaisir aussi, le plaisir et l'humour, voilà, et la connivence. Il y a une espèce de grande séparation entre les deux, et rares sont ceux qui arrivent à refilocher entre les deux. Et hier, je voyais ça, j'ai dit c'est quand même curieux parce que, alors c'est dur, hein, la cour d'honneur, c'est un espace de déconcentration, plus les micros qui effectivement nous rajoutent qui est-ce qui est en train de parler dès qu'il y a effectivement des répliques qui sont réparties, dès que c'est Roland Garros, on a toujours un coup droit de retard et on se dit il y a quelque chose qui décroche là-dessus. Mais il n'en reste que le travail scénographique de Rambert et de haute volée, enfin on ne peut rien, et de la lumière, etc. Mais il y a quelque chose comme si le spectacle lui-même ou le plaisir au spectacle n'avait pas lieu d'être. Et je ne suis pas sûr que le plaisir au spectacle soit vraiment un frein à la compréhension, même politique, même sensible de notre époque. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas un outil comme un autre. J'ai lu il n'y a pas longtemps chez Guy Cassier, qui est un metteur en scène belge, coreligionnaire d'Ivo van Hove notamment, qui a écrit dans un petit bouquin qui s'appelle Mettre en scène, que j'ai adoré cette réflexion, qui dit il ne comprenait pas pourquoi la beauté avait été laissée au design et à la mode et chassée du théâtre. Comme étant une qualité un petit peu douteuse et qui brûle un petit peu. Et lui disait, mais non, c'est idiot parce que la beauté est un outil. Ça n'est pas le seul, on peut le prendre ou ne pas le prendre, mais on peut faire spectacle, faire théâtre, ne pas craindre cette chose-là, ne pas craindre le spectaculaire, et faire passer et laisser au théâtre une de ses fonctions qui est celle effectivement de nous faire réfléchir sur notre propre époque en miroir, parce que vous êtes en train de la regarder assis, que vous êtes concentré dessus. Et voilà, le chat qui est passé. Alors c'est Michel Simon qui disait jamais un enfant, jamais un animal à côté de moi, parce qu'on ne peut pas jouer à côté d'une réalité pure. L'irruption du réel, comme ça, quand on est acteur, c'est la pire des choses. Vous mettez un bébé à côté de vous quand vous jouez, tout le monde regarde le bébé, d'ailleurs même. Quand on présente nos enfants, on est tous pareils. Fait, oh, qu'il est mignon. Puis au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, on dit ah salut au fait. On embrasse les parents qui sont vraiment une part peu intéressante. Mais le chat qui est passé, c'était la préfiguration du cheval. Mais le chat qui a passé, c'était quand même très très curieux, mis à part le fait qu'effectivement c'est un animal vivant, mais les acteurs aussi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup une telle fascination d'une chose qui dérègle un ensemble qui nous paraît peut-être un petit peu tellement trop réglé qu'on n'a pas moyen de rentrer dedans. Voilà. C'est toutes ces réflexions-là que m'ont donné ce spectacle. Et encore une fois, il n'est pas facile d'être son propre architecte et d'habiter sa propre maison sans se dire, tiens, j'ai quand même fait une connerie en mettant la salle de bain au grenier et puis la chambre à coucher à la cave. J'aurais dû le faire autre part, sans avoir cette réflexion-là de se dire il faut que je reconstruise les choses, et sans doute aussi que les immenses acteurs que vous aviez en face de vous sur le plateau sont des gens qui sont extrêmement occupés, sans même parler des théâtres qu'ils dirigent et qui demandent un petit peu de présence. Je pense aussi que les répétitions ont dû être un melting pot d'intention et de rapidité qui font qu'ils n'ont peut-être pas eu cette surlecture dont je vous parle, ou de cette lecture fatiguée, un peu épuisée, où tout d'un coup on voit très clairement quel est le paysage du spectacle et ce qu'il faut corriger. Voilà. Bien, d'abord un grand merci à tous les deux, et ça m'oblige quelque part à repenser la programmation de ce colloque, parce que je pense que si vous étiez venu avant, vous auriez donné
une fantastique envie à tout le monde de voir cette pièce et d'aller jusqu'au bout. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est. Vous en avez parlé de façon, y compris sur le mode critique, mais de façon absolument enthousiasmante. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que c'est pas forcément le cas. Encore que depuis des années, on trouve toujours quelque chose, une sorte de familiarité ou de connivence entre le thème du colloque et le thème de la pièce. Alors là, je n'oserais pas dire qu'il y avait une connivence entre le thème de la pièce et le thème du colloque, ça j'en suis moins sûr, mais en revanche, j'ai trouvé une forte connivence entre ce que vous avez dit l'un et l'autre, avec effectivement le thème du colloque, et notamment le fait qu'à un moment donné, on a tous parlé au cours de ce colloque d'un jour et demi, de ce qu'était la quête de sens. Manifestement, le fond de la pièce était de donner du sens, était d'apporter du sens, de développer du sens. Et ce qui m'inquiète, et notamment dans ce que Éric tu as dit à un moment donné, c'est que ce que tu as appelé l'internos fait probablement que ce sens qui avait été donné, que l'auteur a voulu, que les acteurs ont recherché, quelque part n'est pas réellement passé. Ce qui veut dire que dans tout ce qu'on a dit pendant ces 2 jours, il y avait certes la quête du sens, il y avait l'envie, en tout cas pour un certain nombre d'entreprises, de le donner, mais qu'on a bien tous compris, ça marche, oui, qu'on a bien tous compris qu'à un moment donné se posait le problème du partage. Et manifestement, quelque part, ce qui s'est passé, si j'ai bien compris hier, c'est qu'il y a eu à un moment donné un petit blocage sur la partie partage, et je trouve que dans le fond, ça veut dire que ce sur quoi probablement il faut peut-être travailler sur cette pièce et peut-être réviser ou revoir ou revisiter la façon dont elle a été et mise en scène et peut-être jouée, et pour dépasser l'internos dont tu parlais, je pense que c'est le dilemme auquel les entreprises sont confrontées, qui à un moment donné est de dire bon, le problème du sens, c'est pas juste le ruissellement, mais à un moment donné, c'est véritablement le partage, et parce que quelque part, on a considéré comme le partage horizontal, et donc, quelque part, le partage entre ceux qui sont sur la scène et puis ceux qui sont assis autour. Voilà, enfin, merci à tous les deux. Merci. J'ai connu mieux dans la cour d'honneur. J'ai connu des ovations extatiques et orgasmiques du public. C'est vrai que le petit matin après le soulier de satin ou après le Henri VI de Stuart Side, c'était, on voulait pas partir. Là, les gens voulaient partir. Ils voulaient aller se coucher. Donc on n'était pas dans les applaudissements froids, merci, au revoir, mais on n'était pas non plus dans l'extase. Sur les 2 phrases que vous notez, oui, d'abord c'est la preuve que dans ce spectacle, quand on passe la passoire au fond de la marmite trouble, on remonte des choses quand même. Il faut pêcher un peu au filet dans ce texte. Il y a des choses qui remontent et qui nous accompagnent et qui font sens. Et le corps en est une. À un moment donné, Stan, quand ils arrivent à Corfou, dit « Corps fou ». C'est très beau ça aussi. Voilà, c'est lacanien.
avec ce personnage d'Emmanuel d'ailleurs qui annonce dans son personnage de docteur psychiatre ou psychanalyste, qui est aussi le monde de Vienne, qui a inventé Freud, qui a inventé la psychanalyse avec Freud, et qui va elle aussi en périr, Freud ayant réussi, lui, à partir à Londres. Donc le corps fou. Pour ce qui est des mots, est-ce que Bienvenue au royaume du langage, c'est une porte qui s'ouvre sur l'espoir? Quand on peut dire les choses, eh bien, on ne se fait plus la guerre, ni dans la famille, ni dans les nations. Se parler, c'est le début de la diplomatie, c'est le début de la paix. Ou est-ce que Bienvenue au royaume du langage n'est pas une porte qui s'ouvre sur un autre enfer, hein, qui est l'enfer des mots, de l'incompréhension, alors qu'on utilise les mêmes mots, et une porte ouverte sur cet arsenal incroyablement riche qu'est le monde des mots pour faire la guerre aux autres quand même. Je ne suis pas sûr que chez Rambert, le royaume du langage soit comme le royaume des cieux, avec des fleuves de lait et de miel. Hein. C'est vrai que vous y avez raison, mais enfin, c'est plus optimiste. Oui, alors bon, ça va, je vais reprendre mon rôle d'animateur, etc. Alors, Jacques. Juste un mot pour assumer mon rôle de Vestal, tout en regrettant de ne plus être dans la maison Jean Villard. Mais un jour, Villard répète, enfin, au début du TNT, on est en 51-52, il joue une pièce de Jean Gaultier dans laquelle il ne parlait pas, et elle est longue. Il a de gros conflits avec l'auteur qui refuse de couper. Ça dure 4 heures. Il y a 400 spectateurs dans la salle de 2500 places, et il est dans les coulisses. Et il regarde le spectateur, il ne regarde plus le spectacle, il est fâché avec Gaultier. Et il dit, si je n'avais pas rencontré la patience de ce public, je n'aurais pas poursuivi l'aventure du théâtre populaire. Et il découvre son destin de responsable public vis-à-vis du public, ça a été dit dans tout ce que vous avez dit, hein, bien sûr. Il découvre, et c'est en lien avec notre rencontre sur l'entreprise, et il découvre cette responsabilité, le souci du public. Et il s'agira, Brooke va beaucoup le reprendre, de ne plus jamais l'ennuyer. Voilà. Alors, je n'étais pas au spectacle hier soir. Ce qui te donne une grande liberté de parole. Je sais que mon ami Eric m'a même cherché dans la salle. Faute avouée à demi pardonnée, comme chacun sait. Alors donc, sans accabler ce spectacle que je n'ai pas vu encore une fois, je crois que c'est un peu là un des nœuds du problème qui a été évoqué par vous tous ici et par le colloque. Voilà. Quelqu'un d'ailleurs dans les conversations que j'ai entendues a dit on dirait qu'il ne se soucie pas de nous. Voilà. Et je pense que l'un des problèmes de votre soirée d'hier, c'est ça. Ils ne vous ont pas écouté. Vous les avez écoutés. Et donc on ne les a pas entendus. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne voudrais pas frustrer. Génial que je vois pas comment Bon. Bien. Donc, pour faire une conclusion de la conclusion, on va dire que le thème de l'année prochaine, ça sera le théâtre Providence, avec un point d'interrogation. Non, juste vous faire partager deux ou trois sentiments spontanés. D'abord, le privilège que nous avons d'avoir les deux là, et je persiste, il faut qu'ils concluent, et que ça se passe après la pièce de théâtre. C'est chaque fois un enluminement, on devient encore plus intelligent, on l'était au départ, mais alors là c'est formidable. Donc merci de nous donner ce privilège de sensibilité, vraiment, parce que vous êtes des hommes incroyables, à la tête de vos entreprises, et c'est vrai de voir, toi, avec ta dualité ou ta multiplicité... Schizophrénie. Ouais, mais soyons positifs, tu es tout à la fois, et toi aussi. Alors, vous êtes entré un peu dans ce monde magique de notre communauté IGS, juste pour vous dire, Jean-Paul, tout à l'heure, vous disiez qu'on a créé le Comité national de l'éducation artistique il y a des dizaines et dizaines d'années, avec Alain Casabona, avec Didier Locoud. Les deux nous ont quittés. Voilà, et puis que moi, j'aurai le privilège avec Eric, c'est une chose que vous ne savez pas non plus, c'est la semaine prochaine, je crois, de remettre les diplômes à certains des élèves d'une de nos écoles, notre école de commerce, qui ont le privilège à la fois
de faire notre école de commerce et puis d'être sur les planches en même temps dans son institution. Et vous voyez la lumière dans les yeux de ces gens qui ne pourraient être que des vendeurs de développement, pas durable, mais qui font et à la fois du théâtre, et du commerce, et du management, et qui sont enluminés parce que, effectivement, tu les propulses au plus profond de leur cœur. Donc voilà, la magie de cette 11e édition, je pense, on l'a jouée. Alors, vous êtes tous devenus des sages. Vous n'étiez pas là, je disais que finalement, l'IGS, c'est un peu l'utopie. L'utopie, il y a 45 ans, en affirmant que l'entreprise serait sociétale. Et puis la sagesse, donc aujourd'hui, on est en face de sages qui nous accompagnent. Et effectivement, moi, si j'en tire une chose avec un énorme mot en 5 lettres à vous dire à tous, c'est merci, bien sûr. Le mot en 5 lettres, c'est qu'on a vraiment l'impression, il y a 5 ans, on doutait avec Bernard Monteil, qui est ici présent, qui a créé l'IGS avec moi, avec Yvan Reg, qui vient de parler. Il y a 5 ans, on se disait, mais est-ce que ça a servi à quelque chose de former 18 000 DRH dans ce pays? Est-ce que finalement, l'entreprise humaniste, la gouvernance humaniste des entreprises, ça veut vraiment dire quelque chose? Je pense que les choses arrivent. Les temps sont là. Et je crois que la communauté que nous formons de sages, eh bien, elle doit être guidée par un mot, et on a besoin de vous. Je pousserai 2 cris. Un cri de confiance énorme, énorme dans l'avenir. Oui, l'entreprise est de plus en plus humaniste. Ça, et oui, les jeunes sont juste formidables. Formidables. Vous n'imaginez pas ces jeunes. On a le privilège d'avoir à la fois des jeunes de haut niveau et puis des jeunes qui sont dans les banlieues. On en a 4000. On est présent dans les banlieues. Et de voir cette lumière et cet avenir dans nos banlieues, vraiment, nous avons bien sûr une responsabilité, mais nous avons une grande chance. Mais nous avons besoin de vous. L'autre cri, c'est effectivement la réforme de la formation professionnelle. Je salue le haut commissaire à l'inclusion de ce pays. Bon, je vais dire qu'elle va dans le bon sens. Mais entre un Big Bang ou un fondu enchaîné, nous aurions préféré un fondu enchaîné qui nous permette de ne pas stresser pour savoir si dans 2 ans, nous existerons encore. Donc, effectivement, le cri, il est qu'il va falloir réussir l'impossible, c'est-à-dire changer complètement de modèle économique d'une formation. Nous sommes associatifs, indépendants, et nous essaierons de l'être. Nous respectons les fonds, nos collègues qui sont aux mains de fonds d'investissement. On va essayer de rester non-profit. Et puis, ensemble, il faut qu'on relève le pari de la pédagogie. Je veux dire, tout est pédagogique. Dans tout ce que tu fais, tu apportes de la chaleur. Et l'entreprise, effectivement, doit de plus en plus dégager, au-delà du mécénat de compétences, des temps pour que les meilleurs d'entre vous, deviennent pédagogues dans nos écoles. Et que cette pédagogie de l'encouragement, cette pédagogie de l'accompagnement, cette pédagogie tout simplement de la générosité, de plus en plus on l'invente ensemble. Il n'y a pas de problème, on va réussir. On dit avec tous nos formateurs, à tous nos étudiants, que les 2 mots importants de la vie, je vous le répète chaque fois, c'est la beauté du geste, la beauté du cœur, et puis c'est l'amour. Alors, la pédagogie de l'amour, elle se passe vraiment en proximité. Je voudrais remercier tous ceux qui étaient présents dans la salle, tous les orateurs. La densité, la qualité, la profondeur étaient là. Alors, je ne sais pas s'il y avait une évidence véritablement dans tout ça, mais il y avait une conscience qui était très forte. Comment ne pas remercier notre ami Frédéric Ferrer, qui vraiment Frédéric. Alors, voilà.
vous pouvez vraiment l'applaudir. Petite histoire dans l'histoire, il a aussi animé la remise de nos diplômes cette année au Zénith. 4500 diplômés de cette année, des apprentis de très bas niveau au doctorat, et c'était impressionnant de voir cette épaisseur de l'amour. Merci à toi, remercier 2 personnes, alors elles vont pas vouloir venir, mais elles ont été proches de vous par téléphone et pour tout, et surtout de la logistique. Elles s'appellent Ndiolé et Karine. Alors, elles viendront pas, je les connais trop. Elles sont juste formidables. Et elles se cachent. Et puis évidemment, celui sans qui l'inspiration permanente, sans transpiration cette année, on a changé de lieu, mais je crois que le cœur, la simplicité, l'affection, l'amour étaient toujours là. L'intelligence des textes, oui, mais l'intelligence du cœur, sûrement. Il s'appelle Jean-Pierre Hulot. Merci. Alors, Roger, juste pour te donner quand même un certain optimisme, je suis convaincu qu'on sera encore là dans 2 ans pour une raison simple, c'est que j'ai une fantastique envie d'organiser au moins encore 2 DPA dans les années qui viennent. Il n'a rien compris. Dans 10 ans, il sera là, ce sera la 20e édition, et l'an prochain, l'IGS aura 35 ans. On vous aime!